Bonsoir. Installe-toi confortablement. Respire doucement, profondément, comme si chaque souffle te reliait un peu plus à l'immensité du monde. Laisse tes pensées se déposer comme des grains de sable dans un courant tranquille. Ce soir, je t'invite à un voyage très ancien, un voyage vers une cité dont le nom résonne depuis plus de 2000 ans dans l'imaginaire humain, Atlantis. Ferme les yeux si tu le veux. Imagine-toi au bord de la mer, quelque part entre la Grèce et les colonnes d'Héraclès. Le soleil disparaît lentement derrière l'horizon et les vagues viennent mourir à tes pieds dans un chuchotement régulier. Le vent porte avec lui un parfum de sel, de pierres chaudes et d'infini. Tu es là, témoin silencieux d'un passé englouti. Dans ce récit, je vais t'emmener bien au-delà des mots de Platon. Nous voyagerons aussi dans l'histoire, dans les recherches modernes et même dans une reconstruction imaginaire de ce que pouvait être la vie dans cette cité fascinante. Mais pour l'instant, écoute simplement le murmure de l'océan. Il raconte des histoires que le temps a emportées. Des histoires de rois sages, de temples étincelants, d'ingénieurs brillants et d'une catastrophe qui aurait englouti un empire entier. Laisse-toi porter. Atlantis n'est pas seulement un mythe, c'est un rêve qui traverse les siècles, un miroir de nos espoirs comme de nos fragilités. Dans les minutes à venir et dans les chapitres à venir, je serai ta voix, chuchotée ou simplement posée pour t'accompagner dans cette exploration. Respire profondément, encore une fois. Le monde réel peut attendre. Ce soir, un autre horizon s'ouvre devant toi. Un horizon antique, vibrant, mystérieux. Approchons-nous maintenant des premières sources qui mentionnent Atlantis. Un homme, il y a bien longtemps, fut le premier à coucher cette histoire sur le parchemin. Nous allons remonter le temps très loin, jusqu'au IVe siècle avant notre ère. Un temps où Athènes bruissait des voix des philosophes, des orateurs, des poètes. Un temps où un certain homme, à la barbe soignée et au regard profond, préparait l'un des récits les plus fascinants de l'histoire humaine, Platon. Tu l'imagines peut-être assis dans la lumière dorée d'un après-midi au cœur de l'académie. Autour de lui, des disciples discutent de politique, de justice, de vérité.
Mais ce jour-là, Platon ouvre un rouleau, un texte qu'il s'apprête à écrire, ou peut-être qu'il relit, cherchant la bonne formulation. Dans ce texte, ou plutôt dans deux dialogues, le Timée et le Critia, il raconte une histoire étrange, transmise selon lui par son ancêtre Solon, l'un des 7 sages de la Grèce. Une histoire que Solon lui-même aurait entendue en Égypte. Platon raconte que dans les temples égyptiens, à Saïs, de vieux prêtres auraient confié à Solon un récit très ancien, l'histoire d'une grande puissance qui régna sur l'Atlantique 9000 ans avant leur époque. Cette civilisation, dit-on, était brillante, prospère et puissante. Mais surtout, elle aurait disparu en une seule nuit et un seul jour de malheur. Sois attentif au rythme de tes pensées, comme si tu écoutais les mots de Platon eux-mêmes, murmurés par la voix du passé. Atlantis, nous dit-il, était située au-delà des colonnes d'Héraclès, c'est-à-dire au-delà du détroit de Gibraltar, là où commence l'océan immense et inconnu. La cité était le cœur d'un empire, des terres fertiles, des armées redoutables, des temples gigantesques, un peuple que l'on disait issu des divinités, car Poséidon lui-même aurait façonné la lignée royale. Imagine Platon traçant ces mots avec soin, tout en observant l'effet qu'ils produiront sur ses lecteurs. Il n'écrit pas un conte d'enfant. Il cherche à enseigner, à illustrer la montée et la chute des civilisations. Mais en même temps, peut-être s'amuse-t-il un peu à laisser une trace de mystère. Ces dialogues s'interrompent brusquement, comme si le récit avait été laissé en suspense. Critia, dans le texte, s'apprête à évoquer les temples et les lois d'Atlantis. Et soudain, la narration s'arrête, plus rien, comme une cité engloutie, dont il ne reste que quelques murs brisés. Depuis plus de 2 millénaires, on se demande, Platon inventait-il une parabole morale ou transmettait-il un morceau d'histoire réelle, très ancienne, qui aurait survécu à travers les mythes? Certains pensent qu'Atlantis était un simple exercice littéraire. D'autres y voient un écho d'un cataclysme réel, une île détruite par un volcan, un tsunami ou l'effondrement d'une civilisation oubliée. Mais peu importe ce que Platon croyait réellement, ce qui compte, ce sont les mots qu'il nous a laissés, ces mots qui ont nourri les rêves de générations entières, ces mots qui résonnent encore comme un écho d'un monde englouti. Platon savait que les mythes ont un pouvoir particulier. Ils peuvent toucher l'esprit, mais aussi le cœur. Alors, dans une Athènes où les citoyens débattaient de la meilleure manière de gouverner, il raconte un empire trop puissant, trop orgueilleux, qui finit par sombrer. Une leçon politique, mais aussi un voyage imaginaire. Et c'est là toute la beauté de ce mythe. Atlantis est à la frontière entre l'idée et le rêve, entre l'histoire et la poésie, entre la leçon morale et la nostalgie d'un monde perdu.
Imagine que tu arrives depuis la mer, porté par une barque silencieuse. L'air est doux, légèrement salé. Le soleil couchant fait scintiller l'océan d'un éclat doré. À mesure que tu t'approches, la cité apparaît, majestueuse, étonnante, organisée en anneaux parfaits, comme les cercles d'une goutte tombée dans l'eau. C'est ainsi que Platon l'a décrit, 3 anneaux d'eau et 3 anneaux de terre, concentrés autour d'une île centrale. Un motif si harmonieux qu'il paraît presque trop parfait pour appartenir à ce monde. Tu avances doucement, la barque glisse sur le calme du premier anneau. Autour de toi, les quais sont animés. Des marchands déchargent des caisses sculptées, des paniers remplis de poissons argentés, des tissus colorés. Les Atlantes parlent une langue douce, rythmée, presque chantée. Leurs vêtements sont tissés d'un lin fin, parfois agrémentés de fils d'or. Les anneaux successifs sont reliés par de grands ponts de pierre blanche. Chaque pont est si large qu'on pourrait y faire passer 2 chars côte à côte. Platon précise que ces ponts étaient décorés de statues, des taureaux, des divinités, des héros, et quand tu passes à leurs pieds, tu as l'impression qu'ils te regardent, protecteur mais imposant. Le 2e anneau est plus calme. C'est un espace de jardin, de petites maisons, de places ombragées. Des fontaines murmurent doucement. Des plantes aromatiques flottent dans l'air. Du romarin, de la sauge et une odeur sucrée presque inconnue aujourd'hui. Et puis, enfin, tu arrives à l'île centrale, le cœur d'Atlantis. Là, se dressait le temple de Poséidon, père symbolique de la ville. Imagine un immense bâtiment, ses colonnes hautes comme des palmiers, ses murs recouverts de métaux brillants et, surtout, un éclat rouge profond, le métal mystérieux appelé oricalque, l'étain de feu dont parle Platon. Ce métal, dit-on, réfléchissait la lumière comme un miroir de couleur rouge, donnant au temple un aspect flamboyant, presque irréel au coucher du soleil. À l'intérieur du temple, la lumière se tamise. L'air devient plus frais. Une grande odeur d'encens flotte dans la salle. Tu avances sur un sol de marbre poli, veiné de bleu et d'or. Tout au fond, une statue colossale se dresse. Poséidon, debout sur un char tiré par 6 chevaux ailés. Ses yeux semblent vivants. La lumière glisse sur son front, sur ses bras puissants, sur les muscles sculptés dans l'oricalque pur. C'est ici que les rois atlantes venaient prêter serment. C'est ici que les lois étaient décidées. C'est ici que battait le cœur politique, spirituel et symbolique de l'Empire. Mais Atlantis n'était pas qu'un symbole. Platon insiste. C'était une civilisation brillante, ingénieuse, presque en avance sur son temps. Imagine des systèmes hydrauliques complexes, des canaux gigantesques permettant de transporter des navires d'un anneau à l'autre, des routes pavées, des aqueducs, des cultures abondantes grâce à une terre noire et fertile.
On dit que les Atlantes maîtrisaient les métaux rares, la navigation longue distance, et même une forme primitive d'urbanisme sophistiqué. La ville n'était pas chaotique, elle était ordonnée, pensée, harmonieuse, un rêve d'architecte, un chef-d'œuvre géométrique. Et quand la nuit tombait, des milliers de torches, de lanternes et de bassins enflammés illuminaient les anneaux successifs, donnant à Atlantis l'apparence d'une étoile posée sur l'eau noire. Platon parle aussi de la puissance navale d'Atlantis. Le port principal pouvait accueillir des centaines de navires, des trirèmes rapides, des bateaux marchands massifs et même de très grands vaisseaux à plusieurs rangs de rameurs. Tu peux presque entendre le claquement régulier des avirons, le grincement des cordages, le cri des mouettes au-dessus des quais. Atlantis n'était pas seulement belle, elle était prospère. Elle dominait les mers et son influence s'étendait sur des territoires immenses. Avant de quitter ce tableau, respire doucement et imagine la vie d'un habitant d'Atlantis. Le matin, la lumière rose se levait sur les anneaux concentriques. Les pêcheurs rentraient de leur sortie nocturne. Les artisans ouvraient leur atelier. Les enfants couraient sur les ponts, le rire léger. Tout semblait harmonieux, tout semblait stable, comme si la cité était bénie par les divinités eux-mêmes. Mais dans l'ombre de cette perfection, une fissure grandissait. Une fissure que Platon sera le premier à révéler. Platon raconte que le premier roi d'Atlantis était Atlas, fils de Poséidon et de la mortelle Clito. De leur union seraient nés 10 fils, les 10 rois fondateurs, chacun régnant sur une partie de l'île. Mais Atlas était le premier parmi eux. C'est son nom qui donna celui de la cité et de l'océan. Imagine cette lignée royale, une dynastie où se mêlent divinité et humanité. Les Atlantes se voyaient comme les héritiers directs du dieu des mers, des êtres destinés à la grandeur. Peut-être est-ce là que tout a commencé, dans cette certitude d'être choisi. Les descriptions sont rares, mais laisse ton imagination se nourrir des indices laissés. Les Atlantes avaient un teint doré par le soleil, des cheveux souvent bruns ou noirs, et des yeux clairs, parfois presque translucides. Leurs vêtements étaient simples le jour, plus riches la nuit. Tuniques légères en lin blanc, ceinture ornée d'oricalques, manteaux colorés brodés de symboles marins, et pour les nobles, des bijoux d'un éclat doux, jamais ostentatoires. Les femmes portaient des coiffes délicates, tressées de fils métalliques, comme si la lumière elle-même se glissait dans leurs cheveux. Atlantis était une civilisation de scientifiques, d'ingénieurs et d'astronomes. Tu peux imaginer les terrasses au sommet des anneaux intérieurs, des plateformes ouvertes vers le ciel où des savants observaient les étoiles. Ils notaient la course des astres, traçaient des cercles et des spirales sur des tablettes d'argile et cherchaient à comprendre l'harmonie du monde. On dit que les Atlantes connaissaient l'astronomie, la géométrie avancée, l'hydraulique et même les principes de l'électricité statique sous forme très primitive. Dans les ateliers, tu peux entendre le chant du métal frappé, le sifflement des soufflets, le murmure des artisans qui façonnent l'auricalque rouge. Ce peuple ne vivait pas seulement pour survivre, il vivait pour comprendre.
Malgré leur passion pour la science, les Atlantes restaient profondément spirituels. Ils vénéraient surtout Poséidon, leur ancêtre mythique. Un soir, par cycle lunaire, les rois se réunissaient dans l'île centrale. Là, dans le temple étincelant, ils accomplissaient un rituel étonnant. Ils menaient un taureau sacré autour du sanctuaire, puis le capturaient pour offrir son sang aux divinités. C'était un symbole de leur unité, mais aussi de leur dépendance aux forces du monde. Les Atlantes disaient « Nous ne possédons rien, nous empruntons tout, la mer, la terre, la vie ». Une philosophie humble, belle, mais qui allait s'éroder avec le temps. Au début, Atlantis était juste. Les rois gouvernaient avec sagesse, les richesses étaient partagées, les lois étaient respectées, mais la prospérité attire toujours un danger silencieux, l'envie de plus. Les Atlantes commencèrent à étendre leur influence au-delà de leur île. Ils conquirent des territoires, imposèrent leurs lois et firent de leur flotte une force redoutée dans tout le bassin méditerranéen. L'ambition tournait lentement en orgueil. Ce qui était au début une quête de savoir devint une quête de domination. Les temples étaient toujours honorés, mais on sentait que la ferveur diminuait. Les lois étaient toujours respectées, mais on observait de plus en plus de conflits, de querelles entre rois, de petites trahisons. Les prêtres auraient murmuré que la part divine du peuple s'affaiblissait, que leur héritage de Poséidon reculait face à leur nature mortelle. Personne ne voulait les croire. Tu peux imaginer la ville à ce moment-là, toujours belle, toujours brillante, mais si tu écoutes bien, un léger craquement traverse ses fondations. Les Atlantes se divisaient entre ceux qui voulaient rester fidèles à l'ancien équilibre et ceux qui voulaient étendre leur empire, encore et encore. Les plus vieux parlaient avec inquiétude. Ce que nous bâtissons avec sagesse, nous le détruirons par deux mesures. Mais l'ombre de la puissance est si séduisante. Dans ces années-là, Atlantis atteignit son apogée. Jamais son port n'avait été aussi plein. Jamais ses navires n'avaient voyagé aussi loin. Jamais ses palais n'avaient été aussi richement décorés. Et pourtant, tu sens qu'une tension nouvelle flotte sur la cité, comme l'air lourd avant l'orage. Les Atlantes veulent plus, toujours plus. Ils veulent dominer toute la Méditerranée, peut-être même le monde connu. Platon dit, les Atlantes devenus corrompus ne purent plus supporter la fortune qu'ils avaient reçue. La chute approche, imperceptible encore, comme une vague immense qui grossit au large. Un moment où tout semblait parfait, où la richesse, la sagesse et la beauté se mêlaient dans un fragile équilibre. Un moment suspendu, comme la surface de l'eau, juste avant qu'elle ne se brise. Imagine Atlantis dans la splendeur de ses premiers siècles. Le soleil se lève au-dessus des anneaux concentriques et sa lumière glisse sur les bâtiments doricalques, sur les canaux limpides, sur les jardins luxuriants. Les Atlantes vivaient alors dans une harmonie presque utopique. Les récoltes étaient abondantes, les terres étaient irriguées par un ingénieux réseau de canaux, les forêts regorgeaient d'animaux, les mines fournissaient du cuivre, de l'or et le mystérieux oricalque. Le commerce florissait aussi. Les navires partaient vers l'Égypte, la Grèce, les terres au-delà des colonnes d'Héraclès. Atlantis était un carrefour du monde, un joyau posé sur la mer. Et surtout, la justice régnait. Les rois gouvernaient ensemble.
Ils se réunissaient lors d'assemblées sacrées, autour de la table d'oricalque au centre du temple. Là, ils débattaient, votaient, juraient de respecter les lois gravées par Poséidon lui-même. Platon décrit ces lois comme divines et dit que les Atlantes vivaient alors dans la plus grande tempérance. La tempérance, c'est-à-dire la mesure, l'équilibre, la retenue. Atlantis brillait. Et pourtant, au milieu de cette prospérité, quelque chose changeait. Au début, presque imperceptible, comme un souffle trop léger pour être senti. Mais tu sais, c'est toujours ainsi que commencent les plus grandes tempêtes. Dans les rues, certains marchands devenaient plus riches que d'autres. De grands domaines se formaient. Et des familles influentes cherchaient à étendre leur pouvoir. Ces ambitions n'étaient pas encore dangereuses, mais elles annonçaient un changement. Le peuple atlante, autrefois tourmenté par les divinités et le savoir, commençait à se tourner vers le luxe, la gloire, la conquête. Les anciens, ceux qui se souvenaient du temps de Poséidon, étaient honorés avec modestie, murmuraient. Le divin s'efface, l'humain grandit. Et dans ces mots, l'inquiétude vibrait. Puis vint le moment où Atlantis regarde au-delà de ses anneaux et voulut plus. Les rois, si unis au départ, commencèrent à rêver de conquête, non pas pour se défendre, mais pour défendre leur influence. Ils prirent possession d'îles voisines, puis de régions entières sur les côtes de l'Afrique et de l'Europe. Leur flotte devint gigantesque, leur puissance presque incontestable. Les Atlantes n'étaient plus simplement prospères, ils devenaient dominants. Certains peuples se soumirent, d'autres durent négocier, d'autres encore résistèrent. Et un jour, leur ambition les amenèrent à vouloir conquérir la Grèce. C'est là que l'histoire commence à basculer. Platon insiste, ce n'est pas la richesse qui a perdu les Atlantes, c'est l'usage qu'ils en firent. Ce n'est pas la puissance qui les a détruits, c'est l'orgueil qu'elle fit naître. Les Atlantes commencèrent à se comporter comme s'ils étaient maîtres de la nature et non de ses enfants. Les temples, autrefois lieux de sagesse, devinrent parfois lieux d'ostentation. Les cérémonies religieuses perdirent de leur intensité. Les rois, autrefois égaux, rivalisaient désormais de prestige. À force de vouloir briller, ils aveuglaient leur propre clairvoyance. Tu peux imaginer l'atmosphère d'alors, toujours belle, toujours harmonieuse en apparence, mais avec quelque chose de différent dans l'air, quelque chose de plus tendu, de plus nerveux, comme si la cité savait, dans ses fondations mêmes, que son équilibre était désormais menacé. Selon Platon, le point de non-retour survint lorsque les Atlantes perdirent la part divine en eux. Au fil des générations, dit-il, le sang des divinités se dilua et la nature mortelle prit le dessus. Ce n'est pas un chargement brutal, ce n'est pas un changement brutal, c'est un glissement comme une lente marée. Moins de sagesse, moins de retenue, plus de fierté, plus d'envie, plus de conquête. Un soir, dans le temple de Poséidon, les prêtres se réunirent en silence. Les torches crépitaient doucement, et pourtant, une froideur étrange flottait dans l'air. On raconte qu'ils auraient dit « Les Atlantes ne sont plus ce qu'ils étaient ». La terre tremble d'impatience, la mer écoute et les divinités observent. Tu sens peut-être maintenant cette tension monter, doucement mais sûrement. L'âge d'or touche à sa fin, non pas dans un fracas, mais dans un chuchotement. Les Atlantes, encore splendides, ne voient pas que leur gloire deviendra bientôt leur fardeau.
Et tout autour de leur île, dans les entrailles de la terre, quelque chose se prépare, quelque chose de profond, d'invisible, quelque chose de profond, d'invisible, d'inévitable. Imagine Atlantis dans ses derniers jours de splendeur. La cité brille encore sous le soleil. Le port est plein de navires. Les temples résonnent de chants. Les rues sont animées. Et pourtant, quelque chose change discrètement. Peut-être d'abord un frémissement dans le sol, un léger tremblement, si faible que les Atlantes n'y prêtent pas attention. La mer devient parfois étrangement calme, comme si elle retenait son souffle. Les animaux portent les premiers signes. Les oiseaux migrent trop tôt. Les poissons disparaissent soudain des côtes. Et dans les forêts, les bêtes sont plus agitées, nerveuses. Les plus anciens voient ces signes. Ils parlent doucement avec inquiétude. La terre s'agite, les divinités nous parlent. Mais personne ne veut les écouter. La cité si puissante, comment pourrait-elle tomber ? Platon, dans son dialogue est clair. Ce n'est pas un hasard si Atlantis est frappée. Pour lui, les Atlantes ont perdu la tempérance. Ils sont devenus avides. Ils se sont détournés de la sagesse. Ils ont voulu conquérir la Grèce et imposer leur domination sur le monde. Alors, dit-il, Zeus convoqua les autres divinités. Imagine une salle céleste silencieuse, des trônes de lumière, un conseil divin suspendu au-dessus du monde. Zeus se lève, sa voix est grave, lente, presque triste. Les Atlantes ont oublié les lois, ils ont oublié l'équilibre. Ils se sont laissés corrompre par leur prospérité. Il est temps qu'ils apprennent. Une phrase peut-être résonne dans le silence. Rendons les plus justes par la correction. Les divinités n'agissent pas par colère pure, mais par équilibrage. Atlantis a grandi trop haut, elle doit retomber. La nuit, avant la fin, la cité est étrangement calme. Une lune pâle éclaire les anneaux, les jardins, les bâtiments silencieux. Le vent s'arrête, la mer devient lisse comme un miroir. Les Atlantes ne le savent pas encore, mais le monde est figé dans un instant suspendu. Le dernier avant la rupture. Au loin, dans les entrailles de la terre, un grondement sourd se réveille, à peine perceptible, un murmure, mais il grandit, lentement, puis plus vite. Sous la cité, sous les fondations, sous les canaux, la lave s'agite, la pression monte, et soudain, un tremblement, d'abord léger, puis violent. Les Atlantes se réveillent dans la confusion. Les murs tremblent, les amphores tombent, les torches s'éteignent, des cris résonnent. La terre se met à bouger sous leurs pieds comme un animal furieux. Puis arrive le bruit, un rugissement profond, comme si la montagne ouvrait sa bouche. Le sol se fissure, les ponts se tordent, l'eau jaillit des canaux avec une force folle. Le temple de Poséidon vacille, ses colonnes vibrent, ses statues tremblent, le grand taureau d'oricalque s'effondre dans un fracas métallique. Au port, les navires s'entrechoquent, les cordages claquent, la mer se retire brusquement, comme si elle prenait un élan. Les Atlantes s'arrêtent, stupéfaits. Le silence qui suit est irréel. Puis, une vague gigantesque, une montagne d'eau qui surgit au loin. Elle avance, monte, enfle, comme un mur vivant, haut de plusieurs dizaines de mètres. La mer revient, et elle revient avec toute sa force. Platon dit que tout fut englouti en un seul jour et une seule nuit de malheur. L'eau traverse le premier anneau,
elle balaie les maisons, emporte les marchés, arrache les arbres. Elle franchit le 2e anneau, puis le 3e. Dans un grondement, l'île centrale s'effondre. Le temple de Poséidon disparaît. Les ponts s'écroulent. La ville tout entière est avalée, lentement d'abord, puis d'un coup brutal. Et lorsque l'aube se lève, il ne reste rien qu'une mer boueuse, troublée, opaque. Atlantis a disparu, effacée, oubliée, comme si elle n'avait jamais existé. Après le cataclysme, un étrange silence enveloppe l'océan. Plus de chants, plus de lumière, plus de cité. Seulement le bruit lent et apaisé des vagues, comme si la mer retrouvait sa paix après avoir repris ce qui lui appartenait. C'est là, dans ce silence, que naît le mythe. Un monde englouti, dont les hommes ne garderont que des fragments de mémoire, des murmures, des récits transmis d'un peuple à l'autre. Atlantis, désormais, vit dans les profondeurs et dans les rêves. Depuis que Platon a raconté Atlantis, des milliers de savants, d'explorateurs, d'historiens et de rêveurs ont cherché à savoir si cette cité existait. Certains y voient une pure invention philosophique. D'autres estiment que Platon s'est inspiré de faits réels, anciens, peut-être déformés. La vérité est probablement quelque part entre les deux. Mais ce qui est certain, c'est que la quête d'Atlantis a ouvert une fenêtre sur notre propre passé, parfois plus vaste, plus ancien et plus mystérieux qu'on ne l'imagine. L'hypothèse la plus connue nous mène dans la mer Égée, sur une île aujourd'hui appelée Santorin, autrefois nommée Terra. Il y a environ 3600 ans, un volcan gigantesque qui a explosé, tellement violent que son cœur entier s'est effondré dans la mer. L'explosion fut l'une des plus puissantes de toute l'histoire humaine. Cette éruption a englouti une partie de l'île, dévasté les civilisations environnantes et déclenché des tsunamis colossaux. Certains pensent que cette catastrophe a pu inspirer ou se confondre avec l'histoire d'Atlantis. Santorin s'est effondrée d'un coup, comme Atlantis. Elle était avancée, riche, avec une cité brillante. La civilisation minoenne, une civilisation qui a presque disparu en quelques générations. Cela ne prouve rien, mais cela montre que des mondes entiers peuvent s'éteindre presque instantanément. Platon place Atlantis au-delà des colonnes d'Héraclès, le détroit de Gibraltar. C'est là que les regards se tournent vers l'océan Atlantique, profond, immense, où tant de terres ont pu disparaître. Au fil des millénaires, des cartes anciennes parlent de terres aujourd'hui englouties. Des fonds marins montrent des plateaux et des montagnes qui furent peut-être autrefois émergées. Il n'existe aucune preuve d'un continent disparu, mais les océans recèlent d'immenses zones encore totalement inexplorées. Moins de 10% des fonds marins sont cartographiés en détail. Atlantis pourrait dormir dans une plaine abyssale, cachée sous des kilomètres d'eau. Au fil des siècles, l'idée d'Atlantis s'est posée partout. En Espagne, sous les marais de Doñana, au large des Açores, dans les Bahamas avec les fameuses routes sous-marines, en Afrique dans le désert du Sahara, où certains voient dans la structure du Richa l'œil de l'Afrique, une forme qui rappelle étrangement les anneaux concentriques décrits par Platon. En Antarctique, où certains imaginent un continent oublié, recouvert par la glace. Aucune preuve définitive, mais toujours le même parfum, le même mystère, comme un écho du passé qui insiste pour être entendu. Au-delà des théories parfois extravagantes, la recherche moderne nous révèle quelque chose de plus humble, mais aussi plus profond.
Les civilisations anciennes étaient plus complexes, plus connectées et parfois plus vulnérables qu'on ne le croyait. L'histoire humaine est ponctuée de villes englouties, de cultures disparues, de mondes effacés par des séismes, des volcans, des raz de marée, de continents remodelés par le temps. Atlantis n'est peut-être qu'un symbole, ou peut-être une mémoire déformée d'événements réels très anciens. Mais qu'elle ait existé ou non, son mythe révèle une vérité. Rien n'est immuable. Même les plus grandes civilisations peuvent tomber, comme une flamme soufflée par le vent. Ce qui est fascinant, c'est que malgré les siècles, malgré les réponses partielles, malgré les débats, Atlantis continue de vivre. Elle vit dans les chercheurs qui plongent au fond des océans, les écrivains qui imaginent ses palais, les rêveurs qui la voient briller sous les vagues, les documentaires qui traquent ses traces, les artistes qui peignent ses anneaux, les lecteurs qui sentent son appel mystérieux. Atlantis n'a peut-être jamais existé, mais elle ne disparaîtra jamais, parce qu'elle représente notre désir de comprendre d'où nous venons, ce que nous avons perdu et ce que nous pourrions perdre encore. L'océan recouvre plus de 70% de notre planète, et pourtant, nous en avons exploré moins de 10%. Les abysses sont comme une bibliothèque colossale, dont la plupart des rayonnages restent invisibles. Imagine ces profondeurs, des plaines immenses, des montagnes plus hautes que l'Himalaya, des canyons plus profonds que le Grand Canyon, des failles qui s'ouvrent sur la chaleur du noyau terrestre. Dans cet espace, il existe peut-être des cicatrices, des traces d'un effondrement ancien, des structures brisées ou même des fragments de la ville oubliée. Mais l'obscurité est totale, la pression est écrasante et le silence absolu, un refuge parfait pour un monde englouti. Depuis l'Antiquité, les marins racontent que certaines régions de l'océan dégagent une étrange énergie, des courants inattendus, des bruits sourds, des lumières inexplicables sous l'eau. On pourrait croire que ce ne sont que des histoires nées de la solitude et du danger. Et pourtant, ces récits se ressemblent à travers les cultures et les siècles. Les pêcheurs des Açores parlent de pierres taillées qu'ils remontent dans leurs filets. Les navigateurs du Sahara Atlantique évoquent des ruines sous la mer visibles dans les eaux très claires. Dans les Caraïbes, des récits anciens parlent d'un royaume englouti que l'on peut voir certains jours lorsque le soleil frappe l'eau à un angle précis. Mythes, illusions ou souvenirs déformés d'un passé réel. Plusieurs découvertes ont intrigué les chercheurs. Les marches de Bimini aux Bahamas, de grandes plaques de pierre forment des lignes droites. Comme un ancien chemin, certains y voient une route artificielle, d'autres une formation naturelle. Le plateau submergé autour de l'Espagne, dans le golfe de Cadix, des relevés sonars montrent des rectangles, des alignements étranges, des formes qui rappellent des fondations. L'œil du Sahara, la structure du Richa, immense et parfaitement circulaire, au cœur du désert mauritanien, a une ressemblance troublante avec la description des anneaux d'Atlantis. Même si elle n'est pas submergée aujourd'hui, certains pensent qu'elle a pu l'être dans un passé très lointain. Les cités submergées réelles, car il en existe partout dans le monde. Pavlopétrie en Grèce, Dwarka en Inde, Yonaguni au Japon, des villes qui se sont réellement effondrées et reposent aujourd'hui sous les vagues. Chaque découverte rappelle que le mythe d'une cité engloutie n'a rien d'impossible. Dans les années récentes, les hydrophones, des microphones sous-marins, ont capté des sons inexplicables. Certains ressemblent à des chocs métalliques, d'autres à des grondements lointains, comme si quelque chose bougeait dans les abysses. Bien sûr, il y a des explications possibles. Séismes, animaux, courants, mouvements tectoniques. Mais une petite partie de ces sons reste mystérieuse, non identifiée, venue d'endroits précis et récurrents. Un scientifique a dit un jour « L'océan parle, mais nous ne comprenons pas encore sa langue ».
Au-delà de la science, il y a quelque chose d'insaisissable dans notre relation à Atlantis. Un sentiment étrange, comme une nostalgie d'un lieu que nous n'avons jamais vu, mais que nous reconnaissons pourtant. Peut-être que ce récit émerge de quelque part en nous, de notre fascination pour les mondes oubliés, de notre conscience secrète que tout peut disparaître. Ou peut-être qu'il s'agit du souvenir tému d'une époque plus ancienne que nos histoires, transmises de génération en génération, comme un écho venu du fond des âges. Lorsque tu imagines les abysses, imagine aussi ceci. Peut-être qu'au fond de l'océan, dans un endroit encore non exploré, une colonne brisée repose dans l'obscurité. Peut-être qu'il existe une place pavée, recouverte de corail, un escalier qui ne mène plus nulle part, une statue effacée par les siècles, un cercle de pierre qui fut autrefois un sanctuaire, ou peut-être rien, juste des rochers, des montagnes. Mais dans le silence, dans la lumière bleutée, l'idée demeure. Atlantis attend encore que quelqu'un la retrouve. Atlantis n'est pas seulement un récit ancien, c'est un miroir de nos forces et de nos faiblesses. Elle représente la grandeur possible de l'humanité, la sagesse acquise grâce au savoir et à l'expérience, la beauté que nous pouvons créer, mais aussi l'orgueil, l'avidité, l'échec qui survient quand nous oublions l'équilibre. Atlantis nous rappelle que la prospérité est fragile, que même les civilisations les plus puissantes peuvent disparaître, parfois à cause de leur propre vanité. Platon ne raconte pas qu'une ville engloutit, il nous parle de cycles, la naissance d'une société, sa croissance, son apogée, sa corruption et sa chute. Atlantis devient ainsi un archétype universel, la représentation de tous les peuples, toutes les civilisations, tous les individus. Nous aussi, à notre échelle, avons des Atlantis, des ambitions, des rêves, des projets qui peuvent s'épanouir ou s'effondrer. Le mythe nous montre également la dualité entre la matière, les palais, l'oricalque, la flotte, les richesses et l'esprit, la sagesse, la tempérance, la relation avec le divin. Lorsque l'équilibre entre ces deux mondes disparaît, la chute devient inévitable. C'est une leçon intemporelle. La grandeur matérielle seule ne suffit pas. Le pouvoir, l'argent, le luxe sont fragiles sans conscience et mesure. Atlantis est aussi un mythe des possibles. Imagine-toi flottant sur ses anneaux, marchant dans ses jardins, observant ses temples. Même si la cité n'a jamais existé réellement, elle vit dans nos imaginaires. Elle nous pousse à rêver, à construire, à explorer, à créer des mondes plus grands que nous. Et cette fonction est essentielle. Les mythes ne disparaissent jamais vraiment. Ils nourrissent l'inspiration humaine, puis nous relient au passé. Et parfois, ils nous avertissent. Enfin, Atlantis est un rappel poétique de l'éphémère. Tout ce qui est construit pour s'effacer, tout ce qui brille peut disparaître, tout ce qui semble immuable peut être balayé par le temps ou par la nature. Mais cette fragilité ne rend pas la beauté moins précieuse. Au contraire, elle la rend encore plus intense, plus précieuse. Chaque instant, chaque création, chaque souffle devient sacré. Respire profondément. Imagine que tu marches dans une cité silencieuse, au bord de l'eau. Tu sens la brise, la chaleur du soleil, la texture du marbre sous tes pieds. Tu sais qu'elle pourrait disparaître demain, et pourtant, tu savoures sa beauté. Atlantis nous enseigne à vivre pleinement, à créer avec sagesse, à équilibrer ambition et tempérance, à écouter la voix de la nature et du temps, et à respecter l'harmonie. Le mythe nous parle encore, même après des millénaires. Il nous rappelle que la grandeur et la fragilité sont toujours liées. Imagine les anneaux concentriques,
les palais et temples effacés par les vagues, les canaux calmes recouverts de sable et de corail, les statues de Poséidon immobiles, observant toujours les profondeurs. Le silence est absolu, mais non triste. C'est un silence paisible, reposant, comme si la mer berçait Atlantis pour l'éternité. Dans ce silence, tout est intact dans l'esprit. Chaque pierre, chaque colonne, chaque jardin existe encore. Dans nos rêves, dans nos pensées, dans notre imagination. Ce voyage à travers le mythe t'a amené à contempler la beauté et la grandeur d'une civilisation disparue, l'éphémère de toute chose, l'équilibre entre sagesse et pouvoir, entre ambition et tempérance, et enfin, le pouvoir de nos rêves et de notre imagination. Respire doucement. Imagine que tu marches le long des ruines submergées, sentant l'eau chaude autour de tes pieds, les rayons du soleil filtrant à travers la surface, caressant les anneaux d'Atlantis. Même engloutie, Atlantis vit. Elle vit dans le murmure de l'océan, les récits transmis depuis l'Antiquité, les cartes anciennes et les explorations modernes, les histoires que nous nous racontons avant de dormir, et surtout, dans ton esprit maintenant. Chaque mythe est un pont entre le passé et l'avenir, un rappel que tout ce que nous créons, tout ce que nous aimons a une valeur, même si le temps finit par tout effacer. Atlantis s'endort dans la mer, mais elle continue de briller dans nos rêves. Prends une dernière inspiration et imagine que la brise transporte ton souffle jusqu'à l'océan. Les vagues se retirent doucement, comme pour emporter ton esprit avec elles, vers les profondeurs calmes de la mémoire ancienne. Tu as marché dans les rues de la cité, tu as entendu ses habitants, tu as vu ses palais et ses temples, et tu as compris que la beauté, même perdue, ne disparaît jamais complètement. Et maintenant, lentement, laisse ton esprit revenir. La mer s'apaise, le soleil descend derrière l'horizon et Atlantis s'endort paisible dans le cœur de tes rêves.